Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on parle à nouveau de Covid-19, mais on va s'intéresser aux plaintes autour du professeur Didier Raoult. Et avant même de commencer, je vous propose dès à présent de commenter, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager cette vidéo pour la propulser plus fort. À mes côtés, aujourd'hui, c'est un peu devenu la bête noire du gouvernement. C'est aussi l'avocat du professeur Didier Raoult. Bonjour Fabrice Divisio. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des questions de santé. Vous représentez aussi, on l'avait dit, le collectif C19 de médecins et de soignants. Vous êtes très sollicité ces derniers temps. Il y a moins d'un mois, nous annoncions sur TV Liberté en exclusivité que le professeur Didier Raoult attaquait l'ANSM, l'Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le professeur Raoult qui explique pourquoi. Je suis content, là aussi, les choses se clarifient dans plusieurs journaux très importants, dont un que j'ai mis en ligne sur le British Medical Journal, et plusieurs des gens commentent, et j'ai vu que même l'OMS dit ça, ne recommande plus le remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas. Je voudrais bien qu'en France, on en prenne acte aussi et qu'on arrête de recommander, perfuser le remdesivir, qui est un produit complètement inutile et qu'on met par perfusion pendant 10 jours, ce qui est dangereux. Il ne faut pas faire ça, il faut s'arrêter. Tout le monde le sait maintenant. Et je pense que petit à petit, les gens vont prendre la mesure de tout ce qui s'est passé autour du remdesivir, parce que le scandale du Lancet Gate, qui essayait de faire croire que l'hydroxychloroquine était un produit toxique, n'était que l'autre face de la vente du remdesivir. Alors, hydroxychloroquine, plébiscité par le professeur Raoult d'un côté, le médicament de Gilead, le fameux remdesivir de l'autre. Pour Didier Raoult, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors d'abord, l'hydroxychloroquine n'est pas plébiscitée par le professeur Raoult. C'est pas Raoult contre le reste du monde, contrairement à ce qu'une frange radicale de la médecine tente de faire croire. Le protocole du professeur Raoult, moi j'ai des mails encore aujourd'hui régulièrement, notamment du Sénégal, d'une partie de l'Afrique, du Brésil, des États-Unis, qui effectivement vous expliquent qu'ils l'utilisent, qu'ils l'utilisent en routine, que ça apporte du résultat, et ils ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce qu'ils sont assimilés d'ailleurs au professeur Raoult. C'est-à-dire que c'est quand même un élément tout à fait substantiel. On a poussé le bouchon, si vous voulez, jusqu'à ce que la Société de pathologie de langue française, infectieuse de langue française, là, donc la SPILF, qui est une des plaignantes contre le professeur Raoult, vous explique que le professeur Raoult
en promouvant son traitement, est responsable potentiellement de la pandémie en Afrique, en ce qu'il a, c'est écrit, en ce qu'il a finalement favorisé un traitement sur lequel l'Afrique, parce qu'il n'était pas cher, s'est jetée dessus, au détriment de médicaments plus chers. Et ainsi, ils sont privés d'une chance. Bien sûr. Alors, médicaments plus efficaces, j'attends de savoir lesquels. D'abord, s'il parle du remdesivir, ça m'amuse. Mais d'autre part, si Zemmour tient ce genre de propos, le CSA est saisi. Si la SPILP tient ce genre de propos, l'ordre national, l'ordre départemental poursuivent le professeur Raoult. Je suis quand même très étonné, parce que là, on est quand même dans du néocolonialisme pur. L'Afrique ne serait donc pas capable de faire ses propres études, ses propres essais, et aurait besoin que le blanc, qu'est le professeur Raoult, eh bien, effectivement, leur dise ce qu'il faut prescrire, et sans discernement, le ministre de la Santé du Maroc, qui est, on le sait bien, un protectorat français, applique les directives professeur Raoult. Alors moi, je le redis, si Zemmour tient ce genre de propos, ça vaut une indignation nationale et une comparution devant la Chambre correctionnelle. Si, manifestement, la SPILF tient ce genre de propos, c'est pas grave. Et deux faces d'une même pièce, j'en sais rien si c'est deux faces d'une même pièce. Et c'est tout le débat, si vous voulez. On peut raisonnablement se demander pourquoi ce remdesivir a été promu rapidement, mais je veux dire très vite finalement. Dès le mois de juillet, il avait cette ATU de cohorte de la part de la NSU, autorisation temporaire d'utilisation. On accorde une autorisation temporaire d'utilisation, et qui plus est de cohorte, à un médicament dont on sait qu'il est efficace. Il y a ce qu'on appelle la présomption forte d'efficacité, tant et si bien que le laboratoire, pour obtenir la TU de cohorte, doit demander l'autorisation de mise sur le marché du médicament, laquelle doit être examinée dans un délai. Ce qui a été fait d'ailleurs. Le problème, c'est que le laboratoire a retiré sa demande d'AMM. On ne sait pas pourquoi, si vous voulez. Et donc, quand on arrive à une demande d'ATU, c'est qu'on a des éléments suffisants qui tendent à établir que le produit est non seulement efficace, il reste à valider quelques éléments, mais on a une présomption forte d'efficacité, tandis que de l'autre, évidemment, ces risques n'existent pas, ou en tout cas sont gérés, et il y a un bénéfice-risque qui est en faveur du bénéfice. Or, le remdesivir n'a jamais obéi à cette règle. On a accordé au remdesivir une AMM européenne, alors on me dit sous condition, mais rien du tout. Une AMM européenne, c'est une AMM européenne, point, je permets à ce médicament d'être prescrit au sein de l'Union, je lui accorde une autorisation de mise sur le marché qui va permettre sa prescription en routine, et donc je m'interroge sur le point de savoir pourquoi, puisque à la même époque, paraissaient déjà des études qui montraient que ça ne marchait pas, que finalement, sauf quelques imbéciles, en gros, tout le monde s'accordait dans la communauté scientifique, y compris les plus radicaux, à vous dire « ouais, non, ça marche pas ». Karine Lacombe, devant la commission d'enquête parlementaire, vous dit « il n'y a pas de traitement contre le Covid ». Elle ne vient pas faire la promotion, elle l'a fait à un moment, mais elle ne le fait plus en juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, quelque part, tout le monde est d'accord. Il n'y a plus de sujet avec le remdesivir. Tant et si bien que la commission de transparence de la HAS, quelques semaines plus tard, va venir vous dire sous la voix d'Éric Combe, professeur Éric Combe, on va dire, mais ce truc-là, ça marche pas, c'est quoi le problème, là? En gros, ça a été essayé sur 3 macaques, et là, Éric Combe va avoir des propos assez durs, il va dire, mais je sais bien que je suis dur, mais ce truc-là, ça marche pas. Il le dit comme ça, quoi. Alors, si je peux me permettre, ça va plus loin, parce qu'on a le sentiment, à écouter certains spécialistes, que non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, la fameuse balance bénéfice-risque, elle est plutôt très défavorable, puisqu'il peut y avoir des atteintes au rang. Absolument, absolument. Il y a effectivement des éléments qui tendraient à établir une néphrotoxicité qui n'est pas qui honnêtement n'est pas contestée, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'OMS vous explique qu'il ne faut pas prescrire, administrer le remdesivir. Tandis que ce qu'explique le professeur Raoult me paraît frapper au coin du bon sens. Il dit, si je comprends bien, nous avons le remdesivir s'injecte en perfusion, donc c'est déjà dangereux en soi, mais on va injecter un placebo en perfusion, la perfusion étant en elle-même constitutive d'un danger potentiel. Et en fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et moi, depuis le début de cette crise, j'ai l'habitude de dire, quand je ne comprends pas, je demande. Moi, j'accuse personne. Moi, je ne suis pas là pour dire que l'ANSM, tiens d'ailleurs, dont le directeur, vous savez peut-être que le directeur de l'ANSM, Dominique Martin, est démissionnaire. J'ai appris ça ce matin en venant au journal officiel, c'est d'hier, avant-hier. Il est démissionnaire et remplacé par un directeur par intérim. Le directeur de l'ANSM qui s'en va en pleine crise sanitaire. Ça aussi, c'est un truc qui est quand même incroyable. Et, le type, il est visé par une plainte pénale quand même. Dire bon, on a fait grand bruit sur cette plainte pénale. Il a accordé une ATU à un produit foireux.
Il a refusé d'accorder une RTU, recommandation de temps d'utilisation, à la chloroquine 2 mois plus tard. Et le type, effectivement, curieusement, est démissionnaire. Il quitte le navire. C'est une habitude dans ce pays. Le ministre de la Santé s'en va, le directeur de la SM s'en va, décidément. En fonction des vagues. Mais à qui le tour ? En fonction des vagues, on a un type qui s'en va de l'autorité sanitaire. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'on a des questions. Et on a des questions qui sont légitimes. Et on a des questions auxquelles la réponse n'est pas évidente. Et moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on est venu me voir, finalement. Parce que moi, j'ai l'habitude des affaires de santé publique. Et ce que je disais au professeur Raoult, et je l'ai toujours dit, ce truc-là, ça a l'odeur du scandale de santé publique, ça a la couleur du scandale de santé publique, et je vais vous dire, ça a les ingrédients du scandale de santé publique. Je veux dire, Gilead, c'est incroyable quand on y pense. Gilead, effectivement, a fait un bond sur le marché boursier, d'une manière assez radicale, sur un produit dont personne ne veut. C'est balèze, quand même. Entre mars et septembre, ils ont réussi à engranger un maximum de profit en vendant en routine et en quantité astronomique le produit aux États-Unis, à propos desquels l'OMS vous dit il y a quelques semaines, avant même qu'ils vous disent que ça ne marchait pas du tout, qu'il ne fallait pas l'utiliser, ils vous disent on ne comprend pas bien pourquoi les États-Unis l'utilisent. D'ailleurs, ils ne l'utilisent même plus, d'ailleurs. Bah oui. Et de l'autre, on a l'Europe qui s'est jetée comme la misère sur le pauvre monde sur, effectivement, ce truc, quoi. Et avec aucune preuve d'efficacité. Et après, on vient m'expliquer à moi que le problème, c'est la chloroquine. Bon, oui, peut-être. Après tout, peut-être que le problème, c'est la chloroquine. C'est pas faux de le dire comme ça. C'est peut-être pas faux de dire qu'au fond, le vrai problème, c'est la chloroquine. Je suis d'accord. Ça peut être une manière de voir les choses, au sens où il a fallu faire de la chloroquine un problème. Bien sûr. On va peut-être revenir sur la situation de la prescription de l'hydroxychloroquine, où ça en est aujourd'hui. Est-ce que les médecins peuvent prescrire de l'hydroxychloroquine ? Est-ce que les pharmaciens peuvent la délivrer ? Concrètement, est-ce que des patients sont encore soignés avec de l'hydroxychloroquine ? Alors, dans un pays normal, avec une législation normale et des gens normaux, voilà ce qui devrait se passer. Il y a eu 2 phases dans la chloroquine. La première phase en mars, où on a interdit, par décret, la délivrance de la chloroquine en ville seulement, et hors AMM, c'est-à-dire en dehors de ses indications dans le lupus, etc. Bon, c'est du jamais vu. Moi, je fais ce métier depuis 20 ans, j'enseigne à la fac, je n'ai jamais vu ça. C'est une discrimination. On a saisi le Conseil d'État, mais qui a décidé que juger, c'est encore administré, et donc il a administré. J'ai saisi le Conseil d'État au long cours, c'est-à-dire que là, on a une audience qui va arriver bientôt, parce que même si c'est plus le cas, parce que ce décret a été levé depuis juillet, je ne laisserai pas passer ça. Et, il faut bien que vous compreniez qu'on a dessiné, là, d'une manière générale dans cette crise, mais là en particulier, ce qui va être la santé publique de ces 20 prochaines années. On a fait un test et on a vu que ça marchait. Bon. Aujourd'hui, la chloroquine, depuis juillet, elle est librement prescriptible, disons ça comme ça, hors AMM, par le praticien, sous sa responsabilité, comme n'importe quel médicament hors AMM. Le pharmacien, quant à lui, peut refuser de le délivrer, au cas par cas, parce qu'il y a déontologiquement une clause dans le code de déontologie qui permet au pharmacien, s'il estime que la santé de son patient, du patient, exige que le traitement ne lui soit pas délivré, il ne lui délivre pas, après en avoir informé le médecin, etc. Mais ça, c'est du cas par cas, exactement comme dans n'importe quelle situation. Là où ça commence à se compliquer, c'est qu'on a aujourd'hui manifestement des pharmaciens, des espèces d'ayatollahs de la profession, et qui ne comprennent pas le sens du code de déontologie, qui vous disent on s'est réunis sur un territoire donné et on a choisi de ne plus délivrer de chloroquine et de jeter les ordonnances à la poubelle. Et bien ça, moi je dis que ça, les types qui font ça doivent se prendre une plainte déontologique. Parce que ça, c'est pas du tout l'esprit du code de déontologie, c'est pas la lettre du code de déontologie. Ils n'ont pas à se faire prescripteur à la place du prescripteur. On est devenu on peut pas faire de globalisation. Mais attendez, on est devenu marteau. On est devenu dingo. Je veux dire, ce pays, il paraît que l'un des effets du Covid, un risque du Covid en tout cas, c'est les troubles psychiatriques. Je pense qu'alors, il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont été atteints du Covid. Parce que là, on a tous perdu la raison. On a perdu la raison. Et les professionnels de santé, on va tous respirer un grand coup, et on va respirer. Juste un détail, si vous me permettez. Je m'amuse beaucoup avec la chloroquine sur un point. On vous explique que c'est dangereux, très dangereux. Très dangereux. Bon, c'était en vente libre jusqu'à l'année dernière, mais c'est pas grave. Mais c'est très dangereux. Bon, ça a des effets secondaires. Bon. Alors moi, je m'amuse. Hier est sortie une liste
de 91 médicaments vendus en France par la revue Prescrire, qui chaque année fait sa liste noire de médicaments. Prescrire, c'est une revue indépendante qui n'est financée par personne, et effectivement, sinon par les adhésions, et par les abonnements, et qui chaque année tire sa liste noire. 91 médicaments vendus en grande pompe en France et dans les indications qui sont les leurs validées par l'autorité sanitaire, prescrits en routine, à propos desquels Prescrire vous dit c'est des médicaments dangereux et qu'il ne faut plus utiliser. Je n'ai pas vu ce matin au JO, j'ai cherché ce matin en venant, j'ai pas vu d'arrêté qui interdit ces médicaments. Pourtant, en mars, il a été extrêmement urgent d'interdire la chloroquine. Là, j'en ai 91 à interdire s'ils veulent. Je veux dire, ça les perturbe absolument pas. Donc vous voyez bien que tout ça n'est plus du droit, n'est plus de la médecine. On a dépassé ce stade. Alors, je vous ai entendu quelque part expliquer que finalement, dans le débat, la question de l'efficacité de la chloroquine avait peu à peu été tirée vers la nocivité hypothétique de la chloroquine. Absolument. Et moi, personnellement, j'ai un peu le sentiment que c'est l'effet inverse, c'est que c'est plutôt le professeur Raoult, peut-être, qui a tiré cette question qui a évincé la question de l'efficacité de l'hydroxychloroquine en se concentrant systématiquement sur les attaques d'une hypothétique nocivité. Est-ce que c'est pas un peu noyer le poisson? Parce que le sujet, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que... Oui, mais alors dans tout cela, où va la science? Non, mais la science, elle va nulle part. La science, elle va nulle part. Il n'y a plus de science. C'est fini, la science. C'est terminé. Il faut bannir ce mot à jamais. Parce qu'il n'existe plus, elle n'existe plus. On peut parler de religion, si vous voulez. Là, c'est du dogme. J'ai publié une tribune la semaine dernière là-dessus pour dire de grâce qu'on n'en appelle plus à la science. Tout ça n'est plus de la science. C'est du dogme, c'est ce que vous voulez. Je veux dire, on est au Concile de Trente, là. On est sur une proclamation des anathèmes et du dogme de l'Église, mais rien d'autre. C'est de la foi, éventuellement. Mais c'est plus de la science. Rien. Terminé, la science. La méthode scientifique est finie. Et quand on accuse Raoult de ne pas l'utiliser, la méthode scientifique, je me marre quand même. Parce que franchement, quand on est capable de valider une AMM européenne pour un médicament qui ne marche pas et qui est dangereux, quand on est capable effectivement de me balancer une étude cohorte sur un médicament dangereux, je me marre en termes de science quand même. Je me marre quand j'ai 91 médicaments qui passent comme ça, qui sont connus de tous. Et effectivement, j'en ai 91, en gros un peu moins par an, qui sont dénoncés, mais je me marre quand même. La science, c'est fini dans ce dossier. Vous vous rendez compte quand même, juste un détail à propos de science. Les Anglais donnent massivement de la vitamine D. On distribue de la vitamine D. L'Italie distribue de la vitamine D. Alors pourquoi ils distribuent de la vitamine D? C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'ils ont été confinés? Eh ben non, parce qu'en fait, on a découvert que les patients qui sont atteints du Covid sont carencés en vitamine D. Mais alors, la vraie question qu'on se pose en France, c'est qui est né en premier, la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est le Covid qui carence? Donc est-ce que c'est un effet du Covid? Ou est-ce que la carence est une cause du Covid? Alors moi j'ai envie de dire on s'en tape. J'ai un patient carencé, je rétablis la carence. Ben non, pas en France, figurez-vous. Le Collège national des enseignants de médecine générale a dit il y a quelques semaines, non, très dangereux vitamine D. Faut pas donner vitamine D à des patients. Mais je comprends pas, ils sont carencés vos patients. Oui, mais on n'a pas de preuve que ça marche. Mais on s'en fout que ça marche ou pas, ils sont carencés, je vous dis. Aux États-Unis, ils l'utilisent, en Angleterre, ils l'utilisent, en Italie, ils l'utilisent. En France, on a dit non. Non. On parle de science, mais moi, d'ailleurs, on parle de science. Mais moi, je ne parle pas de science. En fait, en réalité, c'est là où il y a peut-être un débat qui est intéressant. Vous avez raison de pointer le mot, même s'il faut abandonner celui-ci. Mais le professeur Raoult, il n'est pas scientifique. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu de vue. C'est que les types là, qui se baladent sur les plateaux de télé, vous expliquez tout et n'importe quoi. Par exemple, que papy et mamie doivent attendre qu'il y ait la cuisine pour la bûche là, à Noël. C'est pas des scientifiques, normalement. Ce sont des médecins. Certes, la médecine est une science, mais elle est aussi un art, d'abord, et il y a aussi quelqu'un en face, c'est le patient. Et qu'à un moment donné, on me parle de science, là où, effectivement, le professeur Raoult a quelque chose que je trouve assez admirable dans le propos, lorsqu'il dit « j'essaye de comprendre ». Nous avons la plus grande pandémie au monde jamais vue, si je comprends bien. Et on a confiné la Terre entière. Si je comprends bien, on égrenait les morts chaque jour, et c'était quelque chose d'absolument terrible et terrifiant. Mais aux patients, qu'est-ce qu'on disait? D'un côté, c'est terrifiant, et de l'autre, si vous l'attrapez, restez chez vous. N'allez surtout pas voir le médecin. Et on a donc des médecins qui ont dit à des patients malades, stressés, à qui on explique que c'est une pandémie mortelle, oh mon Dieu, presque pire que la peste, de rester chez eux et de ne pas aller consulter. Eh bien, à l'IHU, ils ont fait l'inverse. À l'IHU, chaque patient qui était positif était pris en charge. Certes, avec le traitement, mais le traitement est une partie du tout. Le tout, c'est une prise en charge. Et ça, c'est extraordinaire quand même.
Alors, j'aimerais qu'on revienne également. La dernière fois quand vous êtes venu dans le Samedi Politique, c'était juste après les perquisitions de plusieurs ministres, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Édouard Philippe. Donc, Édouard Philippe et Agnès Buzyn étaient évidemment partis du gouvernement. Il y avait également Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Y a-t-il des informations nouvelles quant à ces perquisitions ? Il y a deux informations nouvelles qui m'amusent. Une qui m'amuse, c'est que la Cour de justice de la République m'a demandé à moi les bons de commande des masques, puisque elle a appris dans la presse, j'apprends que la Cour de justice de la République lit la presse, lit mes interviews, c'est sympa, et elle m'a écrit pour me dire dans Marianne, vous avez dit que vous aviez les bons de commande et vous avez dit que vous nous aviez transmis. Hélas, on ne les a pas reçus. Ce serait sympa que vous nous les transmettiez. Alors, ils n'ont pas reçu, ça, j'y suis pour rien. Mais donc voilà, on me demande à moi les bons de commande, mais normalement, ils sont censés les avoir, ces bons de commande. Ça sert à ça, les perquisitions. Les bons de commande du ministère, quoi, finalement. Les bons de commande du ministère et de Santé publique France. Bon, alors je vais leur transmettre, hein, mais je suis ravi de constater qu'effectivement, j'ai réussi manifestement à obtenir quelque chose que la CJR n'avait pas. Et il y a une deuxième info qui est intéressante, c'est que là, la CJR s'énerve un peu sur ces quelques semaines parce qu'elle interroge, on a appris qu'elle interrogeait des personnalités du monde politique, quoi. Les chefs de parti, le président du Sénat, enfin un petit peu, c'est distiller un peu, savoir qui savait quoi. Et ils ne sont pas contents du tout. Mais alors pas du tout. Et donc là, ils s'interrogent, j'apprends qu'ils s'interrogent sur la légalité de telles interrogations. La commission d'instruction, elle fait exactement ce qu'elle veut. Hein. Elle interroge qui elle veut, ça s'appelle une commission rogatoire, et si on n'y répond pas, on peut avoir des problèmes. Et donc la légalité n'est absolument pas un problème. Je pense que on est en train de progressivement avancer dans cette affaire vers peut-être quelque chose qui nous dépasse et qui au départ effectivement n'impliquait peut-être que quelques acteurs gouvernementaux pour peut-être se rendre compte que ça implique au-delà du gouvernement, mais que peut-être les niveaux d'information qui étaient remontés aux chefs de parti, aux présidents des assemblées, peut-être qu'ils étaient supérieurs à ce qu'on veut bien nous dire. Et peut-être différents. Et peut-être différents. Et alors, sur ces perquisitions elles-mêmes, est-ce qu'il y a des éléments qui sont ressortis ? Est-ce que vous en avez connaissance ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ce qu'on a de nouveau, en fait, d'une certaine façon, qui est une bonne nouvelle, c'est l'ouverture par le parquet de Paris d'une information judiciaire donc contre l'administration. Finalement, ça va induire une chose assez amusante pour moi, c'est que d'abord, on va avoir accès au dossier. Moi, vous savez que dans la Cour de justice de la République, je n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup qu'ils me demandent des pièces alors que j'existe pas, moi. Mais bon, c'est pas grave. Mais devant le juge d'instruction, j'existe par contre. Je suis partie civile et donc à ce titre, je vais pouvoir demander des pièces et consulter le dossier. Et la première chose que je vais m'amuser à faire dans ce dossier, c'est demander l'audition des ministres. Parce qu'il y a une procédure spéciale assez peu connue qui permet, dans le cadre d'un dossier d'instruction, quand des ministres sont entendus comme témoins, eh bien, il faut que ça passe par le garde des Sceaux, qui doit faire un rapport au Conseil des ministres, et c'est un décret en Conseil des ministres qui autorise ou refuse. Ça m'intéresse de savoir ce que mon cher confrère Dupond-Moretti, grand défenseur des droits et grand partisan des droits de la défense, va effectivement faire comme rapport. Ça m'amuserait beaucoup que le ministre de la Justice vienne dire non, il ne faut pas les entendre. Comme je serais très amusé que le gouvernement, qui dit n'avoir rien à craindre, eh bien tout à coup, refuse que les ministres soient auditionnés par un juge d'instruction. Donc on va vers quelque chose d'assez intéressant. Alors aujourd'hui, nous sommes également au premier jour de la première vague d'assouplissement du confinement. Emmanuel Macron s'est chargé des principales annonces. Comme souvent, son Premier ministre, désormais Jean Castex, a dû venir préciser ses annonces puisque, comme la première fois, quand le président avait annoncé le confinement, il manquait le mot confinement, donc c'est jamais très très clair. Les petits commerces peuvent enfin rouvrir. Je crois que certains ont cherché à vous contacter aussi pour leur combat. Alors, il y a l'association, le collectif Les Pendus, Les Pendus, le collectif, qui est une association qui regroupe effectivement les commerçants, les restaurateurs, et qui là dit écoutez, on est face à une difficulté, et c'est vraiment mon avis, c'est que ces fermetures, on a le droit de les justifier par ce qu'on veut, mais pas par des raisons sanitaires, quoi. Que tout ça n'est plus de la science, tout ça n'est plus du sanitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça n'est plus de la science. Très concrètement, pour les fermer, il faudrait prouver que c'est là où il y a le plus de contamination. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple différent pour vous faire comprendre. Je suis dans un dossier, dans quelques semaines, là, on ouvre un énorme dossier sur la question des éoliennes en France. Parce qu'on s'aperçoit que là où il y a des éoliennes, il y a toujours des dommages collatéraux, voilà, et notamment des troupeaux qui meurent, etc.
Et quand on dit, regardez, au pied des éoliennes, on a quand même des troupeaux qui meurent, il faudrait peut-être les arrêter, vos éoliennes, le temps qu'on... Voilà. Est-ce que vous avez des preuves ? Je dis, quand même, c'est le principe de précaution. Ah, mais c'est pas ça le principe de précaution. Apportez-moi des indices qui tendent à établir que mon éolienne, elle peut être éventuellement impliquée dans le décès des troupeaux, et alors, peut-être, effectivement, nous pourrons l'envisager, mais enfin, maître, le principe de précaution, ça n'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Eh bien, nous sommes bien d'accord, ça n'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, ce qui est valable pour les éoliennes ne l'est pas, par contre, pour les commerces. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, et puis il y a le culte, où effectivement 30 personnes dans la cathédrale d'Amiens, ça va être drôle. Si on avait été, on avait un calcul, si on avait été, compte tenu de la distance contre l'aide de la nef, si on avait été à Carrefour, on aurait pu loger, je crois, 700 personnes en gros. Vous voyez, en respectant la distanciation sociale. Mais non, à l'église, c'est 30. Tout ça pour dire que les commerçants, ils ont un double écueil aujourd'hui, si vous voulez. Nous sommes, c'est très intéressant sur les commerçants, nous sommes chez Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, avec effectivement cette fonction paternaliste du gouvernement. Le gouvernement si vous voulez, les commerçants, ils ont respecté le protocole qu'on leur a donné. Même le gouvernement ne voulait même pas de masque en lieu clos. C'est nous qui avons fait un recours pour qu'on ne puisse pas dire que c'est de la faute des Français. Donc les commerçants ont respecté les règles d'hygiène, ont tout respecté. Mais c'est pas grave. Dans un confinement qui n'est pas généralisé, il y a les bons élèves, les très mauvais élèves et les élèves moyens. Alors les bons élèves, c'est les lycées, c'est les entreprises, c'est les transports en commun. Là, on ne se contamine pas. Surtout les transports en commun. Surtout les transports en commun. On ne se contamine pas dans les transports en commun, c'est bien connu. Tandis qu'effectivement, de l'autre, les très mauvais élèves, c'est les restaurateurs. Alors eux, c'est très méchant. Eux, ils sont indisciplinés. C'est une catastrophe. Eux, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire pour eux, quoi. Je veux dire, c'est un peu le conseil de discipline qui les attend au lycée, hein, c'est pareil. Et entre les deux, vous avez des élèves un peu rattrapables, que sont les petits commerces. Eux, on les a fermés, parce que quand même, il fallait bien, c'est un peu l'exclusion de 3 jours. Mais bon, comme ils se sont amendés, et qu'ils vont respecter un protocole encore plus strict, on va pouvoir effectivement les rouvrir. Et en plus, on va les autoriser à travailler le dimanche. C'est pour vous dire effectivement à quel point on est généreux dans ce pays. Donc si vous voulez... Tout ça pour arriver à quelle conclusion ? Que tout ça n'est plus sanitaire. Je veux dire, ça ressemble même plus de ma compétence, tout ça. Je veux dire, tout ça, ça relève de la psychiatrie. C'est un terrain, effectivement, idéal pour les internes en psychiatrie. Je veux dire, s'il y a des internes en psychiatrie, c'est maintenant qu'il faut qu'ils fassent leur thèse. Mais tout ça n'est même plus de la politique, en fait. C'est autre chose. Je ne sais pas quoi. C'est pas à moi de le dire. Est-ce que c'est du lobbying financier ? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, je vous garantis que c'est plus du droit, ça. On parlait de science. Ça n'est plus du droit et ça n'est plus de la science. Rien ne justifie, n'explique de venir fermer des petits commerces. Rien ne justifie cette distance de 8 mètres carrés. Pourquoi pas 15 ? Pourquoi pas 16 ? Pourquoi pas 20 ? C'est quoi la logique ? Il n'y en a pas. Il y a la fameuse règle du kilomètre autour de chez soi et de l'heure qui a été maintenant Mais donc vous voyez amendée. bien que c'était pas sanitaire. Vous voyez bien, c'est très intéressant ça. Vous voyez bien que c'était pas scientifique. Vous voyez bien que tout ça n'obéissait à aucune considération scientifique. Vous voyez bien qu'on passe de 1 km à 20 km. Et ça n'a aucun sens. On balance des mesures parce qu'il faut dire un truc, quoi. Mais depuis le début, on est comme ça. Depuis le début, dans cette crise, on donne l'impression de faire quelque chose, et donc, effectivement, on le fait. Alors moi, je voudrais juste revenir sur un point. On vous explique depuis le début que tout ça, c'est de ma faute, en fait. J'entends les commentateurs politiques vous dire c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que, vous comprenez, il gère son risque pénal, le pauvre gouvernement. Mais c'est quand même dingue, quoi, de dire ça. Donc ça veut dire qu'en gros, il nous punit, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire... C'est le principe de précaution appliqué au risque pénal. Quel meilleur aveu que tout ça n'est plus une considération scientifique, mais si ce gouvernement n'a rien à se reprocher. Parce que finalement, il porte sur quoi ? On a oublié quand même sur quoi portait ma plainte. Elle portait sur le fait de savoir s'ils ont commandé les masques ou pas. Elle portait juste sur le fait de savoir si Buzyn avait raison ou pas quand elle disait « je les ai prévenus ». Point. Mais donc si tout ça est clair, pourquoi est-ce qu'on a peur ? C'est quoi le problème ? Si moi, demain matin, je suis convoqué devant un juge d'instruction pour un truc dont je suis sûr que je ne l'ai pas fait, j'ai aucune crainte à avoir. Mais je ne vais pas adapter mon comportement pour punir ceux qui sont à l'origine de la plainte. C'est quoi cette histoire ? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit ? Et les commentateurs politiques acceptent ça avec une espèce de nonchalance qui me sidère. J'exerce un droit démocratiquement constitué, un droit fondamental, et en revanche, et en contrepartie, le gouvernement me punit de l'avoir exercé. Mais ils ont perdu la raison, là. Il faut arrêter, quoi. Et il faut faire autre chose, là.
Il faut faire autre chose, c'est plus possible. Alors sur ces thèmes, notamment cette fermeture des petits commerces, on a beaucoup entendu parler de ce fameux principe de précaution et que par précaution, il valait mieux les fermer pour éviter des contaminations. Un principe de précaution dont on parle souvent effectivement quand il s'agit des restrictions sanitaires, mais dont on parle assez peu finalement dans cette folle course au vaccin qui est à la bouche de tous les dirigeants politiques actuels, y compris d'Emmanuel Macron, même s'il a quand même précisé que pour l'heure, il ne souhaitait pas mettre une obligation obligatoire. Une obligation vaccinale, pardon. Ces gens sont fous. Ces gens sont des malades. Malades. C'est un problème de pathologie mentale. Il n'y a aucune autre explication. Ils sont bêtes ou ils sont fous. Ou alors ils sont complètement à la solde d'autres institutions financières, mais ce qui revient à dire qu'ils sont bêtes, parce qu'à un moment donné, ils ont peur de leur responsabilité pénale, mais là, on y a tout le droit, hein, à leur responsabilité pénale. C'est ça qui me fait rire, quand même. C'est que, globalement, si je mets sur le marché un vaccin, je valide une AMM, et que, globalement, on s'aperçoit dans 6 mois, dans 6 ans, que bon, voilà, quoi, hein, tout ça, c'était pas génial, et que ça a quand même eu des effets secondaires terribles, et que, globalement, on n'avait pas de recul suffisant pour le mettre sur le marché, le juge se fera un plaisir de les massacrer à coups de massue, quoi. Donc ça, je veux dire, qu'il n'y ait pas un avocat dans ce pays qui leur ait dit, attendez les copains, là, je vais quand même, peut-être leur écrire, moi après tout, je vais leur écrire, tiens. Et pour leur dire, bon les copains, si vous avez peur de votre risque pénal, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, hein. Mais, je vais vous interrompre pour qu'on puisse écouter les propos du professeur Éric Côme, justement, au sujet de ce vaccin. Je trouve qu'il y a, là encore, un excès de précipitation. Moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité et des 2 vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le 2e vaccin américain. Pour l'instant, on n'a même pas les résultats de ces études. On n'a que les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est tout. Il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que le principal bénéfice pour l'instant, ça a été les PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Non, je pense qu'on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Ça va devenir contre-productif. En plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle, nulle part dans le monde. Donc, c'est un nouveau type de vaccin. Donc, le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire les vaccins à base de matériel génétique ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Alors on a un peu l'impression que tout est dit, hein, dans un ton toujours très calme pour le professeur Éric Côme sur le plateau de LCI. Catherine Hill a dit la même chose. Alors Catherine Hill, vous savez qu'elle était favorable au confinement, elle prévoyait... On va taxer de complotisme, Catherine Hill. Elle a dit mais non, mais bien sûr que non. On ne connaît pas les effets secondaires, on ne sait rien. Vous imaginez si les soignants qu'on va contaminer en premier, qu'on va vacciner en premier se retrouvent dans une situation compliquée, etc. On ne sait rien, on ne sait rien. Le problème, c'est qu'on est dans je ne sais rien, mais je dirais tout. Je dirais tout sur rien, je dirais tout sur tout, je dirais surtout des conneries. Mais concrètement, si vous voulez, vous avez vu là, le vaccin, ce qu'on est en train de nous faire, et après, on vient me faire une histoire pour la chloroquine? Non mais je veux dire, enfin, pardonnez-moi, c'est une blague, c'est une blague. On vient m'expliquer, ce matin sur Twitter, je me suis pris de bec assez violemment avec un médecin, à qui je disais, lâchez-moi que la toxicité, ça va m'énerver. Et effectivement, qui du coup m'a énervé, en disant non mais c'est vachement toxique, machin. Non mais vous rigolez ou quoi? Faut arrêter 5 minutes. Oui, ça a des effets secondaires. Et le vaccin, ça a quoi comme effet secondaire? Eh ben on n'en sait rien. Ah ben comme on n'en sait rien, on peut le faire alors. Et quand on ose, si vous voulez, il y a quand même un élément qui est tout à fait substantiel dans le langage aujourd'hui. Quand je vous dis que tout ça n'est plus de la science, aujourd'hui, il y a le camp du bien et le camp du mal. Le camp du mal, c'est ceux qui sont contre le vaccin. Parce que ceux qui sont contre le vaccin sont des égoïstes. Parce que ceux qui sont contre le vaccin... Et puis précisément, il y a une réduction à être contre le vaccin. Donc finalement contre le principe vaccinal, alors que c'est très différent et beaucoup plus compliqué. Quand je vous disais que c'était de la religion, anathème, le concile de Trente, avec ses anathèmes, c'est ça, c'est depuis le concile Vatican II qu'on n'a plus les anathèmes. Nous, on n'a pas fait encore cette évolution. Mais anathème, je veux dire... tu es anti-vaccinal. Non, je ne suis pas anti-vaccinal. Tu es pro-Raoult. Je ne suis pas pro-Raoult, je m'en fous, moi. Non, mais attendez, vous imaginez que dans l'affaire Raoult, je reçois des menaces de mort, quand même.
J'ai reçu des menaces de mort parce que j'exerce mon boulot, quand même. Parce que je fais mon boulot. Ils disent, oui, vous avez retourné votre veste, vous êtes maintenant un pro-Raoult. Mais j'ai jamais été un anti-Raoult, lâchez-moi, les copains. Il faut arrêter de voir le monde comme ça. Il y a des gens qui... Puis il y a aussi des gens qui s'en foutent dans ce pays, j'en fais partie. Hein. Mais ça non plus, on n'a pas le droit. De se dire, oh là là, et les copains, là, vos histoires, j'ai autre chose à faire, moi. Je dois monter à cheval, c'est vachement plus intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, m'occuper de vos histoires auxquelles, de toute façon, je n'arrive pas à vous mettre d'accord. Donc, moi, je fais ce que je veux, j'ai mon médecin, je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez. Non, ça, c'est pas possible. Non, pas possible. Et c'est un vrai problème, quand même. Là, pour le vaccin, voilà, l'Allemagne a prévu ses vaccinodromes. Vous avez les uns et les autres qui vous disent que oui, c'est important, l'obligation vaccinale, machin. Mais tout ça, c'est rien, c'est parler pour parler. En fait, le vaccin, il n'est même pas prêt. Je veux dire, tout ça, c'est de la com. Le communiqué de presse, il a eu un effet, c'est de faire bondir le cours de l'action. Et je veux dire, on a des imbéciles dans ce pays qui, au demeurant, ont fait médecine, pour certains, qui viennent vous expliquer que oui, c'est important, le vaccin, machin, mais non, mais comment vous pouvez dire que... Mais faites-vous vacciner si vous en avez envie, qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi ? Et lâchez-nous, et puis point à l'histoire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où on raisonne toujours en termes d'obligation ou d'interdiction ? Merde, à la fin, je veux dire, c'est fatigant, quoi. Je veux dire, on a le droit de temps en temps aussi d'être libre, non ? Non, vraiment pas dans cette affaire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité qu'il y ait des poursuites si jamais le vaccin venait à être dangereux. Est-ce que ça, c'est vraiment très réaliste ? Est-ce que les laboratoires sont véritablement condamnés en pareil cas ? Puisque je crois savoir que la Commission européenne a déjà fait savoir qu'elle pourrait se porter garante en cas d'effets secondaires négatifs de ces vaccins. Alors, ça, c'est le premier point, vous avez raison, mais attention, on parle ici de responsabilité civile. La responsabilité pénale, elle n'est pas substituable. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. On est content de savoir que si jamais il y a un problème avec ce vaccin, finalement, les contribuables qui se seront fait vacciner avec un mauvais vaccin pourront payer pour les dommages. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils ne paieront pas. C'est tout le problème. H1N1. H1N1 a été le bon exemple. Vous aviez exactement ces clauses dont vous parlez que j'ai dénoncées. J'ai été un des seuls, à l'époque, à dire « mais vous êtes tous des malades mentaux ». C'est-à-dire, si le laboratoire décline sa responsabilité, s'il n'assume pas la responsabilité de son produit, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. C'est open bar. Et d'ailleurs, le laboratoire l'avait dit. Il avait dit « moi, j'ai pas fini mes essais, vous le voulez, vous le prenez en l'état ». Il a dit, on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Bon, mais l'État a dit « je paierai ». Pas de problème, après tout, pourquoi pas. Sauf que certaines victimes, et la plupart même des victimes des effets secondaires, vous savez qu'il y a eu des effets secondaires, pas énormément, pas officiellement, pas vraiment, sauf que, pas officiellement, pas vraiment, mais le problème c'est officiellement. C'est-à-dire que comme il n'y a pas vraiment, finalement, de pharmacovigilance réellement sur les vaccins, c'est compliqué cette question de pharmacovigilance. Quoi qu'il en soit, on a une centaine, je crois, de cas de narcolepsie en particulier, liés aux vaccins, qui sont reconnus, ça pose pas de problème. Absolument, oui. Ils n'ont toujours pas été indemnisés. Oui, donc personne n'a payé, effectivement. Non. Donc, en soi, voilà. Mais il y a un paramètre, si vous voulez. L'État joue gros dans cette histoire. Je ne sais pas à quoi il joue. Ces gens sont fous. Vraiment, hein. Mettre un vaccin sur le marché à propos duquel le RICOM vous explique qu'on n'a aucun recul dessus, c'est la première fois que ça se fait. Mais vous imaginez, si effectivement demain on a des accidents à la chaîne, ce qui peut se passer, je ne comprends pas, si vous voulez, ce qui se passe actuellement. Et comment voulez-vous raisonnablement, des esprits un peu rationnels ne virent pas quand même dans le complotisme de base à bout d'un moment donné ? On fait tout pour que les gens de ce pays, finalement, aient une défiance à l'égard du gouvernement. Et une fois qu'ils ont cette défiance, on les traite effectivement de salauds. Et je me demande à la fin, faisant mon complotiste de base à mon tour, si tout ça n'est quand même pas un tout petit peu organisé. Je veux dire, on fait tout pour qu'on leur tape dessus. Et une fois qu'on leur tape dessus, on se fait priver de liberté parce qu'on leur tape dessus. Faites en sorte qu'on n'ait pas à vous taper dessus. C'est aussi bête que ça, je veux dire, moi ça m'amuse pas de venir effectivement taper sur ce gouvernement. Pourquoi je le ferais ? J'ai aucun intérêt à le faire, je m'en fous moi. Dire, pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous parler du vaccin ? On ne sait même pas si cette épidémie va pas se terminer dans 6 mois, dans 8 mois. On n'a aucun recul. Ça fait 6 mois, 8 mois que tout le monde se trompe. Et alors effectivement, le remdesivir, si on l'avait injecté massivement, il se serait passé quoi finalement ? On a quand même le droit un minimum d'avoir un recul. En l'occurrence, il a quand même été injecté d'ailleurs. Il a été injecté, mais pas. Finalement, je vais vous dire, aux États-Unis peut-être, mais en France assez peu, paradoxalement. Parce que c'est ce que je vous dis. C'est le grand mystère de cette histoire, c'est que le remdesivir, les médecins sont pas stupides, y compris les ayatollahs de la médecine sont pas stupides. Hein. Je veux dire, ils proclament beaucoup de choses, mais concrètement dans leur exercice, ils savent que derrière il y a des avocats, il y a des juges, et que derrière ça peut faire mal quand même. Et donc concrètement, ils l'ont quasiment pas injecté. Mais ce que je veux dire, c'est que de nouveau, je m'interroge sur un point. Est-ce que tout ça, enfin, vous avez vu tout ce qu'on a fait avec la chloroquine ? Il a fallu... Vous comprenez bien qu'à un moment donné, professeur Raoult se pose la question,
type, il bosse sur la chloroquine depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il connaît les effets du produit. Au Sénégal, moi j'ai des médecins sénégalais qui me disent « Mais vous êtes tous fous !» J'ai été interrogé par un journal africain, figurez-vous, qui m'a beaucoup amusé. Le thème de l'interview, c'était « Mais quel est votre problème en France ?» Mais Par où commencer? Non mais je veux dire, ils sont venus m'interroger pour dire « Écoutez, en Afrique, on ne comprend pas ce que vous faites avec la chloroquine. On ne comprend pas. Bon, vous en voulez pas, d'accord, on a compris. Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites tant d'histoires ? Bah, c'est toute la question. Pourquoi on fait des histoires ? Alors j'ai une dernière question sur cette affaire dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais quelle est l'attitude de Sanofi à l'égard de tout ce débat autour de la chloroquine? Parce que finalement, Grand mystère. Si on s'interroge sur Gilead, sur le remdesivir, on peut aussi s'interroger sur Sanofi. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la promotion d'un médicament qui aurait pu éventuellement, s'il fonctionne, soigner tout le monde? Sanofi va faire l'inverse. D'ailleurs, l'objet d'une réunion cet après-midi que j'ai avec le professeur Raoult là-dessus. Parce que ça commence à... Le professeur Raoult est c'est quelqu'un qui est assez sanguin, qui est pas ça très... ne nous aura pas échappé. Voilà. Mais je le trouve d'une extrême patience par rapport à moi. Et je trouvais quelqu'un qui, vraiment, je suis très étonné, parce que je trouvais quelqu'un vraiment de très patient, parce que moi, ça m'énerve. La Sanofi m'énerve, là. La Sanofi m'énerve, et ça fait 3 semaines que je dis au professeur Raoult, il faut que je me les fasse, là. Il faut que je me les fasse, là. Parce que là, ça m'énerve, là. Là, ça m'énerve. Le courrier qu'ils ont envoyé au ministre... Parce qu'ils refusent maintenant de livrer l'IHU en chloroquine. Et en disant non, alors on va effectivement vous donner les doses standards de l'année dernière, avant le Covid, mais on ne va pas vous donner pour le Covid. Mais vous avez tous... Mais ça ne va pas la tête. 1, c'est du refus de vente. 2, il y a un autre problème, c'est que vous n'avez pas à vous substituer à moi dans l'appréciation. D'ailleurs, vous le dites que c'est pour le Covid, mais qu'est-ce que vous en savez ? Il faut maintenant que je vous donne effectivement la preuve. Oui, mais il n'y a pas la MM, et vous comprenez, puis c'est toxique, et puis c'est dangereux. Vous imaginez le laboratoire qui commercialise le médicament et qui gagne son argent dessus, ou peut-être ça le problème, qui gagne pas assez d'argent dessus, j'en sais rien, parce que Sanofi aussi développe un vaccin, eh bien vous explique que non, il ne vous le vendra pas. Alors ça m'est jamais arrivé, quoi. Donc là, à l'heure où l'on parle, le professeur Raoult a du mal à se procurer de la chloroquine pour appliquer son protocole. Mais le paradoxe, c'est que par contre, les pharmacies de ville à Marseille, entre autres, sont largement approvisionnées. Il suffit de faire une ordonnance de l'IHU et vous allez à Marseille, vous ne trouvez pas une pharmacie à Marseille qui vous le refuse. Et donc, ça veut dire qu'on fournit les pharmacies, mais on ne fournit pas l'IHU. Alors que précisément, au départ, il fallait essentiellement administrer la chloroquine en milieu hospitalier Alors qu'au pour départ, vérifier les on avait ECG. interdit, comme je vous disais tout à l'heure, aux pharmacies de ville de délivrer. Donc si vous voulez, là, ce qu'il faut faire, c'est simple. Moi, il y a 2 choses que je ferai et que je vais proposer au professeur Raoult. La première, c'est d'importer le médicament, point. De l'importer. Donc d'un autre laboratoire. D'un autre laboratoire, parce que Sanofi a un monopole de distribution en France, mais en Europe, voilà, je peux l'importer. Je n'ai même pas besoin d'autorisation d'importation et de déclaration d'importation. Ou alors, ce que je voudrais qu'il m'autorise à faire, mais il est réticent à le faire parce que c'est un homme gentil et finalement qui est au-dessus de tout ça, vraiment au-dessus de tout ça. Et, moi, j'ai envie d'aller délivrer une sommation interpellative par voie d'huissier à Sanofi pour qu'il me justifie quand même les raisons juridiques qui les poussent, qui me donne les fondements juridiques. Qui me les donne, parce que j'attends de voir quand même. J'attends qu'il me donne un seul fondement. Mais vous imaginez, est-ce qu'on est en train de faire, quand je vous disais, mais c'est ça mon inquiétude. Moi, je veux dire, on est en train de dessiner la santé publique de ce pays, et même de ce continent, pour les 20 prochaines années. Mais on est devenu fou. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là ? Est-ce qu'on est... Enfin, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est trop gros, quoi. C'est énorme. Il y a trop de choses d'un seul coup, là. L'occasion fait le larron, je veux dire. C'est inespéré, on va travailler le dimanche, les cultes sont interdits, on a maintenant un laboratoire qui s'amuse à dire avec le ministère, allez, on fait copain-copain, et je refuse de livrer l'IHU, on a effectivement des interdictions ici, des interdictions là, on a un produit qui est complètement bidon, mais donc on s'arrache, on a un vaccin, mais c'est trop gros, enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est énorme, enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est trop gros pour que tout ça soit dû au hasard, quoi. Il se passe un truc. Tout ça ne peut pas être justifié uniquement par une panique. Je le pensais au départ. C'est ça l'évolution de mon propos. C'est que j'ai toujours pensé, étant quelqu'un de mesuré, que tout ça était un pur hasard, une pure coïncidence. Mais là, vraiment, il faut être un imbécile pour continuer à croire aux coïncidences. C'est pas possible, le coup de la Sanofi. Vous avez raison d'interpeller là-dessus. Sanofi vous explique qu'il gagne son argent en vous livrant un médicament. D'autant que sur le plan de la responsabilité, Sanofi a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit, écoutez, en août, je crois, il a fait un communiqué de presse, il dit, moi, la chloroquine, c'est pas validé. Donc les mecs qui le prescrivent, c'est votre problème, pas le mien. C'est fini, hein.
Non, là, il vous dit non. Mais puis il écrit au ministère en demandant l'autorisation de livrer, dites-moi, je voudrais une RTU, parce que... Mais ça va pas la tête. Et donc, demain matin, en pédiatrie, où 80%, 60%, je sais plus, des prescriptions sont en AMM, on va faire la même chose. Et là-bas, vont dire non, je vais refuser. Qui décide du soin dans ce pays à un moment donné? On est devenu, mais je vous promets, pour un type comme moi qui fait de la santé, qui fait que ça à longueur d'année, je dis mais je reconnais plus rien là. On a changé mon système, quoi. On a tout changé d'un seul coup, c'est trop pour moi. C'est-à-dire, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus, je suis dépassé en fait par cette avalanche d'absurdités dont je ne peux pas croire qu'elles sont uniquement une absurdité, précisément. Parce que sinon, c'est grave. Si ces gens, je vais vous dire, il y a deux options. Ou ils sont stupides, ou ils sont diablement intelligents. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, s'ils sont diablement intelligents, quelque part, tant mieux. C'est machiavélique, mais tant mieux. Parce que s'ils sont stupides, on est mal barré, quand même. C'est-à-dire, si tout ça est dû au hasard, on est vraiment le coup des stations de ski, où maintenant, c'est du délire, quoi. Si vous voulez, on est en train de vraiment cette vision très intéressante d'Alexis de Tocqueville sur cet État paternaliste qui distribue les bons points et les mauvais points, et au passage qui a des liens d'intérêt avec les uns, les autres, on achète des vaccins, on achète... Et c'est où l'urgence? Pourquoi? Je ne comprends pas, en fait. Quelle est l'urgence? Et puis quand Emmanuel Macron vous dit on va vacciner à partir du 15 décembre, on a deux options. Soit c'est faux, et je pense que c'est faux d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun vaccin de prêt, soit c'est vrai, et donc on va faire venir des vaccins en masse qu'on va acheter, mais qui ne vont jamais être livrés. C'est comme ça que ça va se passer. Je ne peux pas croire qu'on puisse valider aujourd'hui, on ne peut pas valider une vaccination de masse sur un vaccin qui n'est même pas fini en phase 3. Enfin, je veux dire, il faut rester sérieux 10 secondes, les copains. Pas sur une maladie avec un taux de mortalité aussi faible. Pas sur un vaccin dont on ne connaît rien. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça. Donc je vais vous dire, je pense que tout ça n'est pas du droit mais de la bourse. Et qu'au fond, quand Macron dit on va faire venir le vaccin, on va vacciner, vous avez le cours de l'action qui monte, un communiqué de presse, vous avez le cours de l'action qui monte, je veux dire, et tout le monde est content finalement. Et à la fin, vous avez les spéculateurs qui ont revendu leurs actions au bon moment, et donc qu'il y ait un vaccin ou pas, ils s'en foutent, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a des médecins assez stupides pour pas le voir. Pour pas voir que tout ça n'est plus de la médecine. Je suis quand même très étonné de voir combien dans ce pays, et les commerçants, vous en parliez tout à l'heure, c'est un truc intéressant, aujourd'hui les commerçants sont tellement contents de réouvrir. Allez voir les forums. Ils disent quoi maintenant? Ils disent mais alors l'aide de l'URSSAF, j'y ai droit, mais combien j'ai droit? Et non, mais puis c'est bien de réouvrir. Et ben voilà, ce que je vous disais par Alexis de Tocqueville, on y est arrivé. On remercie le père. Papa est gentil, il nous a réouvert. Sans se rendre compte qu'à la prochaine vague, appelons-la comme ça, ils vont se la prendre en pleine figure de nouveau. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Maître Divisio, pour toutes ces informations et toutes ces questions aussi auxquelles il faudra peut-être répondre par la suite. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker cette vidéo en attendant de vous retrouver la semaine prochaine.